La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Voilà, bonjour chers élèves, bonjour chers amis. Nous voici pour la suite de la leçon déjà commencée la semaine passée et qui porte sur la stratégie argumentative, approche par les courants littéraires. Juste pour expliquer que ce cours a été donné dans le seul but pour permettre aux élèves à mieux structurer le paragraphe argumentatif. Le paragraphe argumentatif, car n'oublions pas que dans les évaluations françaises, que l'élève prenne la dissertation, que l'élève opte pour le commentaire, ou bien que l'élève opte pour le résumé et la discussion. Ces textes présentent ce que l'on appelle l'argumentation. Autrement dit, il y a des idées qui se lisent sous l'angle de l'argument, des idées qui sont essentielles, ce à quoi le texte perd toute sa substance. C'est la raison pour laquelle on vous donne cette séquence, une façon à permettre à l'élève, une fois à l'examen du bac, à mieux restructurer les arguments et à mieux également agencer ces derniers dans une syntaxe qui est cohérente. Maintenant, si l'élève arrive à ordonner, à arranger, à recadrer les arguments dans une syntaxe qui est cohérente, il a besoin, bien entendu, à faire la convocation de deux genres, lesquels soit il emprunte les genres littéraires, et soit l'élève emprunte également ce que l'on appelle les courants littéraires. Les deux vont de concert. L'écrivain emprunte un genre littéraire. Et l'écrivain est issu, ou bien la quasi-totalité des écrivains sont issus d'un courant littéraire. C'est la raison pour laquelle on vous dit la stratégie argumentative. Autrement dit, comment l'élève structure en dissertation, commentaire, voire le résumé suivi de discussion, les arguments, une façon à mieux avoir une bonne note, une façon à avoir également une bonne présentation de la copie. C'est la raison pour laquelle dans le cours précédent, nous étions arrivés jusqu'au 19e siècle. Et quand nous sommes arrivés au 19e siècle, il y a deux genres littéraires empruntés par 5 courants littéraires, lesquels il y a le romantisme, le Parnasse, le symbolisme. Ces courants, à quelques exceptions près, sont des courants poétiques. Autrement dit, les animateurs de ces courants littéraires ont emprunté un instrument de communication qu'on appelle la poésie. Les romantiques ont emprunté la poésie avec Victor Hugo, les contemplations. Les romantiques ont emprunté la poésie avec Alphonse de Lamartine, les méditations poétiques 1820. Les romantiques ont emprunté la poésie avec Vigny, les destinées. Et les romantiques ont emprunté la poésie avec Musset dans les nuits. Donc la poésie devient pour eux un instrument par lequel ils vont transcrire leur monde intérieur. Autrement dit, c'est l'expression des sentiments provenant du cœur, et l'expression des sentiments provenant du cœur est le résultat du lyrisme. C'est la raison pour laquelle, m'interrogeant sur le
romantisme, c'est le lyrisme personnel de ces écrivains à travers les têtes de proue que j'ai déjà citées. L'autre courant littéraire, pour me résumer rapidement, c'est le Parnasse. C'est un courant anti-romantique. Anti-romantique dans la mesure où pour eux, l'unique finalité de l'art, ce n'est pas le lyrisme personnel. L'unique finalité de l'art, ce n'est pas non plus la préoccupation sociale, les enjeux et les jeux également dans la société. Mais l'unique finalité de l'art, pour eux, c'est la beauté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont théorisé ce que l'on appelle l'art pour l'art, l'art au service exclusif de la beauté. Ils ont théorisé ce que l'on appelle l'art pour l'art. Donc Théophile Gautier, Théodore de Banville, José Maria de Heredia, le comte de Lille, s'adonnent à redorer le blason de la poésie. Une façon à dire retour à l'orthodoxie classique. Parce qu'au classicisme, Boileau avait déjà défini dans son art poétique ce que serait la poésie, bien évidemment par le biais des formes fixes. Quand nous arrivons au 19e siècle, avec le bouleversement de la syntaxe, déjà manifesté par Victor Hugo par rapport à l'indépendance du génie créateur, on assiste à un romantisme par lequel se définit par Victor Hugo, c'est le libéralisme de l'art. C'est la raison pour laquelle dans la deuxième moitié du 19e siècle, Théophile Gautier, José Maria de Heredia, le comte de Lille, Théodore de Banville vont essayer tout simplement à redorer à la poésie ces lustres d'antan, faisant du poète un artisan du langage. Faisant du poète un artisan du langage. La poésie devient dès lors une opération sur le langage. C'est la raison pour laquelle Théophile Gautier le dira dans la préface de Mademoiselle de Maupin, Emo et Camille. Il n'y a de véritablement beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est légal, sculpté si des livres, l'œuvre sort plus belle d'une dimension à sa forme rebelle. En réalité, pour les Parnassiens, l'art n'a qu'une seule finalité. C'est la beauté. D'ailleurs, Hugo ne le renie pas. Dans les rayons et les hommes, Hugo dira la poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. Nous supprimons la négation, nous verrons qu'effectivement l'antithèse aurait dû dire effectivement, sans l'ornement, la poésie ne serait pas un instrument. Donc, les Parnassiens ont raison sur le principe. D'ailleurs, avec les symbolistes même, par le biais de Arthur Rimbaud dans Alchimie du verbe. Rimbaud a écrit un poème intitulé Alchimie du verbe, par lequel il se disait: je me flattais d'inventer un verbe poétique, je réglais la structure des consonnes, je réglais également l'articulation des voyelles. C'est ce qui a d'ailleurs permis à Baudelaire à dire: tu m'as donné de la boue. J'en ai fait de l'or, je l'ai cristallisé en fonction d'une inspiration poétique. C'est la raison pour laquelle le poète se lit chez Rimbaud, c'est Baudelaire comme étant tout simplement un alchimiste. Effectivement, quand nous arrivons au symbolisme, nous voici également un courant avec 4 perceptions poétiques différentes. On a le symbolisme, et du symbolisme, on a Baudelaire. Pour Baudelaire, la poésie, le poète est un visionnaire. C'est la raison pour laquelle il le compare à un albatros. Le poète, il est un visionnaire, il se dote d'un œil beaucoup plus large. Il n'est pas dans le monde des individus normaux. Il a un troisième œil pour parler tout simplement. C'est la raison pour laquelle Baudelaire le définit comme étant un visionnaire, mais il le définit également comme étant un créateur. C'est la raison pour laquelle il nous donne petit
petits poèmes en prose, des vers et tout simplement des lignes. De l'autre côté également, vous avez Arthur Rimbaud, le poète se fait un voyant par un long immense et dérèglement des sens. À la lettre adressée à Paul Sumeli à Georges Dumeli, Rimbaud le répète en lui disant quoi? Je suis poète, je suis censé inspecter l'invisible pour tout simplement vous faire entendre l'inouï. C'est la raison pour laquelle il se fonde sur la vérité de Dieu pour éblouir les hommes. Le poète doit se faire voyant. Il écrit un poème intitulé, un recueil de poèmes intitulé Illumination. Illumination. Le poète doit tout simplement illuminer. Le poète doit apporter de la lumière à sa communauté. Et il y a également un poète nommé Paul Verlaine. La vision de Verlaine portée sur la poésie, c'est la musique. Il le dit clairement, de la musique avant toute chose. Dans Jadis et Naguère, Verlaine persiste ici, de la musique toujours et encore, car étymologiquement parlant, la poésie, avant qu'elle soit création, avant qu'elle soit vision, avant qu'elle soit également voyance, non, la poésie est très proche de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui se dégage. Donc la poésie est là pour faire vibrer les sensations les plus rares, pour faire vibrer les sensations les plus fortes. Et c'est la raison pour laquelle Verlaine voit en la poésie ce que l'on appelle la musique. Senghor le dira clairement dans les chants d'hommes, que m'accompagne Cora et Balafon. Il le dit clairement, que m'accompagne Cora et Balafon dans ma musique. Ailleurs, dans Nocturne, il y a un poème intitulé Pour Khalam. Ça veut dire que la poésie est accompagnée d'un instrument de musique qu'on appelle Khalam. Pourquoi? Parce que la poésie, nécessairement, va de concert avec ce que l'on appelle la musique. Et le dernier, c'est Stéphane Mallarmé, c'est le poème le plus herméneutique. Mallarmé voit en la poésie une finalité suggestive. Le poète, c'est un herméneutique. Le poète doit tout simplement coder le discours. C'est ce que certains Wolofs disent. Pour Mallarmé, la poésie devait tout simplement suggérer. D'ailleurs, il le dit clairement, nommer un objet, c'est la suppression des trois quarts de sa jouissance esthétique. Donc, en poésie mallarméenne, il est question tout simplement à coder le discours, à crypter le message, c'est l'herméneutique. À la composition de second semestre au lycée de Fayou, on avait donné aux élèves la poésie. Le sujet c'était quoi? La poésie n'a de valeur que lorsqu'elle est insurrectionnelle. Et le plan se fonde sur quoi? Montrer que la poésie est appel à la révolte. Montrer que la poésie est tout simplement art du langage. Et montrer que toi, la poésie est tout simplement l'expression des sentiments personnels. Donc l'élève, s'il arrive à comprendre effectivement au romantisme, vous avez ce que l'on appelle le lyrisme personnel. Au romantisme, vous avez ce que l'on appelle appel à la révolte avec Victor Hugo, malheur à qui français scandale, et les scandales tourmentent le peuple agité à la matière de rétorquant disant que honte à qui peut chanter par la corrompue. Donc là, tout simplement, l'élève aura les arguments lui permettant à comprendre que le courant romantique est un courant ambivalent. Il présente deux voies, également trois visages. C'est la raison pour laquelle dans appel à la révolte, vous le verrez sur le romantisme, lyrisme personnel également, vous le verrez. Et quand vous entrez dans le romantique, il y a un travail fait, il y a un travail formidable également que ces derniers ont réussi à faire dans l'art du langage. Et il en va également lorsque vous entrez dans le courant Parnasse, les Parnassiens ont transformé la poésie sous l'angle tout simplement de la beauté. Les mots ordinaires céderont leur place à
a des mots sublimes. Le poète sélectionne les mots, il est dans un laboratoire d'exploration des mots et par lequel, bien entendu, dans son atelier de travail sur les mots, il analyse véritablement parlant le texte littéraire. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous arrivez au XXe siècle, avant d'arriver au XXe siècle, dans le XIXe siècle, vous avez également un groupe nommé le réalisme et le naturalisme. Ces deux courants sont contraires par rapport au courant précédent. C'est la raison pour laquelle j'ai groupé le romantisme parlant tout comme également le symbolisme, car le réalisme, tout comme également le naturalisme, ce sont deux courants qui ont emprunté un genre littéraire appelé le roman. Et auquel, bien entendu, Flaubert, Balzac, Stendhal, Maupassant, Zola et les frères Goncourt, Jules Goncourt et Edmond Goncourt vont essayer également à faire la promotion. Pour Stendhal, le roman est un miroir que l'on promet le long d'un chemin. Pour Balzac, le roman c'est la transposition transfigurée des faits de la société. C'est la raison pour laquelle il nous donne le Père Goriot. Analysant tout simplement le Père Goriot, Balzac essaiera à montrer le 19e siècle français. Il y a un mélange purement hétérogène où on voit avec la révolution industrielle, résultat de la polarisation sociale, bienvenue ce que l'on appelle le prolétariat et tout simplement la bourgeoisie avec en toile de fond la quête vers l'argent. C'est la raison pour laquelle eux, ils se disent tout simplement avec Balzac dans le Père Goriot, l'argent nous est de nous tous. Il est susceptible à faire des amis, il est susceptible également à se faire des ennemis. C'est la raison pour laquelle quand on entre dans le Père Goriot, Balzac dévoile la stratégie permettant à montrer que l'honnêteté ne sert à rien. Pensons à la pension bourgeoise. Il y a un passage où Balzac essaie de dire parvenir à tout prix. Voilà que se propose les 50 000 jeunes gens. Il faut vous manger les uns les autres. Soit vous êtes adressé, soit vous êtes animé par des adresses. Vous avez l'adresse du talent, c'est le génie, c'est ce qui est rare pour reprendre les mots de Balzac. Et vous avez l'adresse de la corruption, c'est ce qui est érigé en force. Nous vivons dans un monde enfin dominé par la malhonnêteté. Et Balzac le dit clairement dans le Père Goriot, l'honnêteté ne sert à rien. Bienvenue dans un monde gangréné par la dépravation des valeurs. Bienvenue dans un monde en déconfiture avancée. Et bienvenue dans un monde par lequel les individus sont complètement obnubilés par le rang social. Il faut que j'arrive à définir mon rang social. Il faut que je signifie quelque chose dans cette société. Et me signifier quelque chose dans cette société, c'est la quête sans éthique, sans remords par rapport à l'argent. Et c'est la raison pour laquelle, au réalisme, on se fonde à montrer tout simplement les réalités de la société. D'ailleurs, les critiques littéraires, les rétors en les appelant ce que l'on appelle les raconteurs du présent. Ils sont les raconteurs du présent. Ces écrivains s'attellent tout simplement à montrer la réalité. Avec bien entendu 3 focalisations pour un élève apprenti commentateur. Le texte romanesque se fait à partir de 3 focalisations communément appelées points de vue. Il y a la focalisation interne, il y a la focalisation externe et il y a la focalisation zéro. Quand est-ce que Balzac est dans son texte, quand est-ce que Oyono est dans son texte et quand est-ce également Mariam n'est pas dans son texte, mais au contraire, elle est de l'extérieur des événements et se place tout simplement comme étant un caméraman lorsque tout simplement ce dernier est en train de filmer des événements. C'est la raison pour laquelle dans le texte romanesque également, vous avez ces éléments, une façon à montrer tout ça
simplement que bienvenue au monde fictif. Nous sommes dans la fiction. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on les appelle des personnages. Il faut qu'il y ait des personnages, il faut qu'il y ait des temps, il faut qu'il y ait des lieux, il faut qu'il y ait également des espaces. C'est la raison pour laquelle le romancier réaliste s'adonne à montrer tout simplement la réalité, comme l'a si bien dit Maupassant. Il s'abstient de toute tricherie et il est exempt également à tout mensonge. Raconter tout serait impossible, comme l'a si bien dit Samuel Beckett. Le réel est innommable, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le roman donne une illusion du réel. Il y a cette illusion du réel que le romancier tout simplement se donne dans son texte. C'est la raison pour laquelle c'est une doctrine scientifique. Flaubert l'a clairement dit, dans le 19e siècle, la littérature prendra les allures de la science et elle sera beaucoup plus exposante. En réalité, les réalistes ont été influencés par Duranty et Champfleury. Ce sont des poètes qui ont été influencés par Duranty et Champfleury. Ces derniers s'étaient beaucoup apparentés à la science, une façon à analyser ce que l'on appelle la nature humaine. Il faut analyser les individus. C'est la raison pour laquelle, entrer dans le monde réaliste, dans ce club scientifique, vous avez tout simplement 3 observations qui sont fondamentales, déclinées par Flaubert. Il faut qu'il y ait ce que l'on appelle l'observation. Il faut ce qu'on appelle la description. Il faut ce qu'on appelle la documentation. Voilà les outils d'analyse du romancier réaliste. Il se documente, il décrit, il observe. Et c'est valable dans un texte qui se réclame véritablement parlant du réalisme. Si on regarde Maïmouna, Abdoulaye Sadji observe le comportement de Maïmouna qui quitte le gars, arrivé à Dakar, le comportement de change, il décrit également le comportement de cette dernière. Et le résultat final, c'est que Maïmouna finira par être engrossée. Bienvenue dans un monde purement industriel, bienvenue dans un monde moderne. C'est la raison pour laquelle également le réalisme se fonde par rapport à ces outils d'analyse. L'autre courant littéraire, c'est le naturalisme. Théorisé par Émile Zola. Théorisé par Émile Zola. Bien avant Zola, le naturalisme se veut un courant scientifique. C'est la raison pour laquelle il s'était fondé sur la méthode expérimentale de Claude Bernard et Auguste Comte sur la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur, c'est la loi de la chute libre. Et il suffit de peu pour analyser tout simplement ces événements récents, pour montrer tout simplement, effectivement, les naturalistes ont raison sur le principe. Naturalistes, tout comme réalistes, se convergent en une définition simpliste. Le milieu influence sur l'individu, ou bien le milieu détermine l'individu. Qu'est-ce qu'on constate? Si vous êtes dans un milieu par lequel ces derniers ne savent que insulter, ces derniers ne savent que se bagarrer, ces derniers ne savent tout simplement dans un jeu de l'arbinisme fondamentalement parlant, ces individus ne pourront tout simplement que s'adonner par rapport à les activités, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle les naturalistes analysent véritablement ce que l'on appelle la nature humaine, du que d'homme à analyser. Parce que nous ne baillons. Or, ce qu'on constate, c'est quoi? Il y a de ces individus ne fonctionnant pas avec leur cerveau, au contraire, bien entendu. Ils fonctionnent avec ce que l'on appelle l'esclavagisme. Ça veut dire qu'ils sont des individus qui ont déjà vendu leur âme. Et cela, l'analyse
société passe inéluctablement sous 3 éléments. Le milieu professionnel éduque. Le milieu familial éduque. Mais la rue également va éduquer. L'élève qui fréquente les Jakarta qui m'en pardonnent également, mais ce serait très rare, très difficile que ces derniers n'arrivent pas à ne pas insulter. Pourquoi? Parce que dans ce milieu, l'insulte c'est comme un bonjour. Mais le milieu professionnel transforme l'individu en un véritable VIP. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce dernier est habilité à soigner sa garde-robe. Il devient un individu élégant, il devient un individu avec la personnalité. Mais le milieu familial également, et si vous êtes dans une famille à laquelle bien entendu papa filme, maman filme, l'aîné également filme, mais que serait également le cadet? C'est la théorie d'ailleurs de Zola dans l'Assommoir. Lisons Zola dans l'Assommoir. C'est la problématique de l'hérédité. Montre combien ce que les Wolofs disent ku juddoo ci ndox comment ku juddoo ci ndox yaroo ci ndox mais soo naawul jaaxal say mbokk. Et maintenant ku juddoo ci ay saaga nag yaroo ci ay saaga, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois nécessairement arriver à faire des sagas? Je dis non. L'exception doit être véritablement par la règle. Et c'est la raison pour laquelle les courants littéraires nous permettent à avoir des stratégies. Ça nous permet à avoir la façon aux élèves à mieux organiser, structurer leurs arguments. Ici, par exemple, au lycée de Feuille, on avait donné la poésie. Donc, l'élève ne peut pas aucunement, dans une analyse qui se réclame de la tolérance, de la pertinence, et mettre ce que l'on appelle le réalisme, le naturel, en convoquant bien entendu des œuvres romanes, ce serait un hors-sujet ou bien ce serait quelque chose qu'il n'a pas compris. D'ailleurs, maintenant, si vous venez dans notre devoir par lequel on avait donné aux élèves, l'engagement tue la créativité dans le roman. Un bon romancier doit explorer l'imaginaire. Bienvenue le roman, bienvenue le réalisme, le naturalisme, la littérature africaine. Je vais en passer dans la deuxième séquence. Mais voilà véritablement parlant ce à quoi l'élève est attendu, car il s'agira à avoir une argumentation constructive, une façon à mieux maximiser ses chances à l'examen. Or, nous sommes en dissertation, nous sommes au commentaire, nous sommes au résumé et à la discussion. En tout état de cause, on demande à l'élève à choisir. Et choisissant, ce dernier doit arriver à structurer, à mieux organiser les arguments, une façon tout simplement de bien les agencer. C'est la raison pour laquelle maintenant, si on entre dans le 20e siècle, si on entre dans le 20e siècle, au 20e siècle, on a également un courant littéraire que certains appellent la poésie de la guerre, d'autres appellent la poésie de la résistance, ou bien d'autres l'appellent le surréalisme. D'autres l'appellent le surréalisme. Définissant le surréalisme, c'est un groupe de poètes qui se veut un monde nouveau. C'est un groupe de poètes qui va renverser la philosophie du regard se fondant sur la conscience. C'est un groupe de poètes qui ont voulu chambouler les règles de la versification. C'est un groupe de poètes qui ont voulu également déconstruire la GST, la grammaire scolaire traditionnelle. C'est la raison pour laquelle André Breton, Louis Aragon, Flux Soupeau, Robert Desnos, et Soupeau le disait très bien, je tiens à la disposition de mes visiteurs la définition suivante. L'art, il l'écrit comme ça, plus la beauté, égale rien. Pourquoi? Parce qu'une
Pour Dada, il faut véritablement parler, on change le monde. Il faut que nous disions les plus de tabac parce que le tabac est dans la raison pour laquelle nous sommes assistés à la Première Guerre mondiale, c'est la bêtise humaine. On n'en termine même pas, nous sommes arrivés à la Seconde Guerre mondiale, double bêtise humaine. À quoi ça sert la réflexion intellectuelle? À quoi ça sert la réflexion philosophique? Est-ce que l'homme véritablement parlant doit arriver à être son ennemi? Comme disait Hobbes, homo homini lupus, l'homme est toujours un poison pour l'homme. Arrivé au XXe siècle, un groupe de personnes se lève et essayeront à constamment changer le regard. Parce que la science a montré ses dégâts mesquins. Et la science a montré ses dérapages. Et Roger Garaudy le disait très bien. Quand nous arrivons dans un monde de globalisation, mondialisation, il nous faut une philosophie qui soit à la hauteur de la mesure, à la démesure. Qu'est-ce qu'il entend par là? Parce que la science va arriver dans un monde par lequel la science devient par elle-même sa propre destructrice. Et c'est la raison pour laquelle un groupe de poètes va être né et ces derniers vont tout simplement changer le regard, vont tout simplement essayer à apporter un regard tout neuf. En commençant bien entendu par le surréalisme, André Breton, Louis Aragon. Comme l'a si bien dit Vigny, au 19e siècle, Vigny disait quoi? Nous sommes venus trop tard dans un monde complètement vieux. Donc nous ne pouvons absolument rien par rapport à ces valeurs catholiques. D'ailleurs, comme on l'a dit, les plus grands poètes sont venus après les calamités. C'est la raison pour laquelle maintenant, quand nous sommes arrivés au XXe siècle, comme l'a si bien dit africain, le surréalisme a apporté les solutions par rapport aux problèmes de notre temps. Et Rimbaud se disait il faut changer le monde. Aragon se disait il faut transformer le monde, promulguer une nouvelle forme de déclaration des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle il faut mettre sur pied l'écriture inconsciente, l'écriture automatique. Une écriture en dehors de tout contrôle exercé par la raison, automatisme psychique par lequel on se propose d'écrire, soit verbalement, soit par écrit, dictée de la pensée, en dehors de tout contrôle exercé par la raison. Aragon disait quoi? Tout est rigueur, rigueur inévitable. Le sens se forme en dehors de vous. C'est la raison pour laquelle nous le verrons peu après. Césaire, dans le cahier de retour au pays natal 1939, disait quoi? Non, que 2 et 2 font 5. Que la forêt mignonne, que le ciel se lisse la barbe, nous réclamons de la démence précoce à la folie flamboyante, au cannibalisme tenace. Voilà une écriture inconsciente, voilà une écriture automatique. C'est une écriture faite en dehors de toute normalisation de la parole. C'est une écriture faite en dehors de toute rationalisation de la parole. D'ailleurs, est éjectée dans le schéma du surréalisme la vérité, la rationalité. En lieu et place de la raison, les surréalistes préconisent ce que l'on appelle le déraisonnement. Ils préconisent l'irrationalité. Et ils préconisent le discours tout simplement de l'imaginaire. C'est la raison pour laquelle André Breton se propose dans ce que l'on appelle l'écriture automatique, dans le premier manifeste. Dans le deuxième manifeste, il préconise également une autre façon à regarder le monde, car il le dira quoi? Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit, d'où la vie et la mort, le haut et le bas, le futur tout comme également le passé, cesse d'être perçu contradictoirement. Or, c'est dans l'activité surréaliste qu'on se proposerait à résoudre véritablement ce point. C'est la raison pour laquelle au surréalisme, on se veut tout simplement une écriture de l'inconscience. Mais ça,
Ils sont appelés les poètes de la résistance. Certains même l'appellent la poésie de la guerre. Donc le discours censé être compréhensible deviendra un discours qui est compréhensible. Comme l'a si bien dit Hugo, le poète doit avoir les pieds ici-bas. Il marche avec les individus, il combat avec les individus. Il s'insurge par rapport à ce qui n'est pas bien. Il dit non par rapport aux atteintes des droits de l'homme. Il dit non par rapport à la répression arbitraire. Il dit non par rapport également au tripatouillage institutionnel. Pourquoi? Parce que je deviens un poète résistant, comme l'a si bien dit Eliade. Le temps est venu pour tous les poètes qui ont le droit et le devoir de s'enfoncer profondément dans la cause commune. Pourquoi? Parce que tout simplement, le contexte le demandait, le contexte également l'exigerait. Il est question de quoi? Il est question tout simplement à changer les règles du puzzle. L'homme ne doit pas se fonder par rapport à un bien égocentrique. Et c'est la raison pour laquelle le courant surréaliste se propose comme étant un courant ambivalent avec un premier discours qui va par rapport à l'écriture automatique, une façon à s'insurger par rapport au conformisme grammatical, par rapport au conformisme traditionnel et par rapport au conformisme également social. On va déconstruire les structures syntaxiques jugées complètement périmées, jugées complètement obsolètes, car c'est réclamant de l'autre Isidore Dudas. Et c'est réclamant de ça, de Roussel, des invités, des poètes très âmes et qui ont essayé également à apporter une autre vision par rapport à la poésie. Pourquoi? Parce que c'est la poésie de la santé, c'est la poésie également de l'horreur. C'est la raison pour laquelle, entrer dans le surréalisme, il y a un discours qui vise véritablement à aller en guerre. Dans le thématique majeur, vous avez la révolte, vous avez également la liberté, vous avez la femme, vous avez l'amour, vous avez ainsi de suite. André Breton écrira l'amour fou. Il écrit la naga. Il écrit l'amour fou, il écrit également naga. Donc c'est un courant qui se veut tout simplement une meilleure organisation de la société. Et c'est un courant qui se veut tout simplement une façon à mieux réglementer la société. Voilà ce que l'on appelle le surréalisme. Albert Camus l'a clairement dit, condamné à expliquer le mystère qui plane sur tous les individus. Le surréalisme fera ce que Camus appelle le procès de tout. Le procès de tout. Le surréalisme fera le procès de tout. Donc, c'est un bloc, c'est un groupe de poètes résistants et qui ont voulu constamment changer les règles de la société. Ils l'ont commencé avec l'écriture automatique, Aragon, André Breton, Philippe Soupeau, Robert Desnos. Si on prend Robert Desnos, Destinée arbitraire, vous avez le poème que Desnos intitule Ce cœur qui haïssait la guerre. Montre combien tout simplement des écrivains qui sont engagés. Quand il s'agit maintenant de l'écriture automatique, Guillaume Apollinaire, qui est le premier à parler tout simplement de termes surréalistes dans l'esprit nouveau. Si on lit Auteur malade et adoré, si on lit également Le Point Mirabeau, le texte est fait en dehors de toute ponctuation forte. Il n'y a pas de ponctuation. Et c'est cela ce que l'on appelle l'écriture automatique. C'est une écriture faite en dehors de tout contrôle exercé par la raison. Le poète n'accorde pas de répit par rapport au langage. C'est la raison pour laquelle André Breton le dira, faites abstraction de votre génie, de votre temps et ceux de tous les jours. Ne vous tentez pas de le lire encore
C'est un courant qui se veut complètement moderne. C'est la raison pour laquelle le XXe siècle a été mieux dominé par ce que l'on appelle le surréalisme. Maintenant, derrière le surréalisme, il y a deux idéologies majeures connues également au XXe siècle. C'est l'idéologie de l'engagement incarné par Jean-Paul Sartre. Il y a l'idéologie de l'engagement incarné par Jean-Paul Sartre et il y a l'idéologie de la révolte théorisée par Albert Camus, respectivement dans Les mots et tout simplement dans L'étranger. Il y a arrivé également au XXe siècle, vous avez ce que l'on appelle l'engagement théorisé par Jean-Paul Sartre avec comme hypothèse de départ l'existentialisme et un humanisme. Pour Sartre, l'homme doit tout simplement combattre pour transformer sa vie en victoire. Pour Sartre, l'homme doit arriver tout simplement à exister, car ça vient du latin existere, qui signifie sortir du commun des mortels. Donc pour ça, l'homme doit nécessairement transformer sa vie en victoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dit, arriver dans le contexte de l'existentialisme, il faut dépasser le cogito ergo sum de Descartes pour tout simplement arriver à dire, au lieu de dire I think therefore I am, je pense donc je suis, on dit tout simplement je pense, donc j'existe. Je pense donc j'existe. Et comme j'existe, je ne peux pas me croiser les bras. Parce que les existentialistes ne se fondent pas par rapport à Dieu. L'homme doit arriver tout simplement à transformer sa vie, c'est l'homme au progrès. Et il réduit l'homme à sa plus simple expression, lisez les mots. Et si je rends impossible, c'est-à-dire au magasin des accessoires, que reste-t-il, dit ça? Un homme, fait de tous les hommes, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Il n'y a pas d'homme intégral, sans que l'homme ne soit pas pour les hommes et pour tous les hommes. Donc la vision sartrienne repose exclusivement par rapport à un combat sans merci. C'est la raison pour laquelle il dit écrire, c'est se jeter dans la bataille. L'écrivain est tout simplement embarqué dans la galère de son peuple. Raison pour laquelle il ne doit pas se taire. Il doit agir. Il ne doit pas se taire. Il doit réagir. Il ne doit pas se taire. Il doit être un acteur du système. Voilà la raison à laquelle, au XXe siècle, vous avez ce que l'on appelle l'engagement. L'autre philosophie, c'est la révolte. La révolte est la philosophie camusienne, se fondant bien entendu sur l'étranger. Camus se dit qu'il n'est pas écrivain engagé, mais c'est un écrivain révolté. Et l'écrivain est dit révolté quand il ne s'accommode pas aux commodités de la société. L'écrivain se dit révolté quand il ne s'accommode pas aux normes sociales. Et l'écrivain se révolte quand il ne s'accommode pas à la vision philosophique de la société. Incarné par Meursault dans L'étranger, Meursault est étranger dans un monde par lequel ces derniers pêchent à retrouver la communication avec lui. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas être compris. Pourquoi? Parce que tout simplement, sa raison n'est pas conforme à la raison initiale. Pourquoi estime-t-il nous vivons dans un monde où la machine broie les anticonformistes? Car Meursault ne joue pas les commodités de la société. Meursault ne joue pas les commodités également de la vie. Il devient véritablement parlant un individu méprisé. Il devient véritablement un individu par lequel on l'appelle dans le texte Monsieur l'Antéchrist. Pardon, on l'appelle Monsieur l'Antéchrist. C'est la raison pour laquelle, arrivé au XXe siècle, vous avez deux philosophies. Sartre, tout comme Albert Camus, mais toutes les
du peuple. Car la littérature, c'est une arme destinée véritablement parlant à soigner les maux qui gangrènent la société. La littérature est tout simplement destinée à soigner les maux qui secouent, les maux qui gangrènent, qui bloquent, qui freinent véritablement l'avancement d'une société. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous arrivons à la révolte, ça, Camus essaiera par le biais de ses ouvrages à dégager la philosophie. Et quand nous arrivons également dans l'engagement, Sartre le montre dans son œuvre autobiographique, les mots. Et Sartre le montre également dans son œuvre théâtrale, la nausée, ou bien les messages. Si vous lisez les messages, Odoreur le disait clairement, la pureté est une affaire de fakir et de moine. Moi, j'ai les messages, je les trempe dans l'encre de la mer et de la méthode. Pourquoi? Parce que c'est ici et nulle part ailleurs où les procès se gagnent et se perdent. Pour ça, l'homme est assujetti à un combat perpétuel. L'homme est assujetti à un combat permanent. C'est la raison pour laquelle la philosophie sartrienne repose par rapport tout simplement à placer l'homme dans un arbre de paix. C'est le défenseur ardu, véritablement parlant, de la société, avec sa philosophie de départ, l'existentialisme. L'autre séquence maintenant, c'est la littérature africaine avec ses différents mouvements, avec ses différentes répercussions, avec ses différentes perceptions également que je vais rapidement brosser dans la seconde épreuve. La continuité de la séquence part du concept de la littérature africaine. Car nous avons vu que dans la littérature française, c'est une littérature qui est faite avec des gens et avec des courants littéraires. Or, dans la littérature africaine, il y a de ces événements qui se sont déroulés. Il y a autant de perturbations qui se sont également montrées. C'est la raison pour laquelle je commencerai bien entendu par la négro-renaissance. Donc en littérature africaine, on a des mouvements. Il y a le mouvement de la négro-renaissance. Le concept, il est déjà connu, c'est le concept de littérature africaine. Qui dit littérature africaine dit la peau noire. Donc c'est une littérature de couleur. Autrement dit, c'est comment la couleur noire a été appréciée, comment la race noire a été réellement parlant vue par l'autre race, à savoir la race blanche. Est-ce que la race noire est le résultat d'appartenance de l'espèce humaine? Ou bien il y a que la race blanche qui est le résultat exclusif d'appartenance de l'espèce humaine? Car si on le voit de près, toute la littérature africaine se fonde à glorifier, exalter, exposer la peau noire, montrer avec dignité et élégance, personnalité, qu'avoir la peau noire n'est pas synonyme de malédiction et n'est pas synonyme également de péché. D'ailleurs, un messager l'a clairement dit, est-ce le fait d'avoir une peau noire est le résultat d'un péché originel? Je ne vois pas. Et c'est la raison pour laquelle, si on parle du concept de la négro-renaissance, nous sommes aux États-Unis, où les Noirs ont été sous-estimés, mal considérés, ravalés au chemin de bêtes. Ils n'ont aucune considération, aucune place dans un melting pot linguistique.
C'est la raison pour laquelle les intellectuels d'alors en rendent compte du bout des doigts. Tellement pourquoi? Parce que le coefficient intellectuel du noir a été complètement limité. Le doyen Amadou Aligné le disait hier, il y avait ce que l'on appelle le bac brevet d'acte de capacité intellectuelle. Pourquoi? Parce que le blanc se dit que le nègre n'a pas ce que l'on appelle le coefficient intellectuel. Il a la capacité intellectuelle. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas prétendre des études approfondies. Il ne faut pas prétendre à entrer à l'université. Ousmane Socé, c'est un vétérinaire. Bilal Diop, c'est un vétérinaire. Pourquoi? Parce que le blanc se disait quoi? En 1959, quand l'université française a ouvert pour la première fois la faculté de médecine, il se disait que non, les nègres ne peuvent pas être admis au département de la médecine. Ils peuvent tout simplement être admis au département de vétérinaire. Pourquoi? Parce qu'étant semblant du singe ou bien descendant du singe, donc mieux vaut apprendre également ses homonymes. Et c'est la ligne de démarcation qui a permis tout simplement à la négro-renaissance à pouvoir également sonner la vengeance. Comme l'a si bien dit Jean Prismas au Congrès de Rome, il appartient dès lors aux Noirs à prendre la suprême revanche de l'esprit. C'est cette revanche de l'esprit que le docteur Dubois sonne dans un noir la fameuse citation qui vise à dire: je suis noir, je me glorifie de ce nom, je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. En réalité, il est question de quoi? Il est question tout simplement à glorifier la race noire, montrer aux blancs tout simplement que être noir ne signifie pas que vous êtes singe. Être noir ne signifie pas que vous êtes dépourvu de civilisation. C'est le manichéisme de l'art. Blanc égale bon, bonheur, noir égale tout simplement mauvais. Il faudrait maintenant enlever ces stéréotypes, enlever ces clichés, enlever également ce que l'on appelle ces préjugés non fondés. Pourquoi? Parce que le blanc a déjà légitimé le syndrome selon lequel l'Afrique est par définition le continent de la table rase. Aucune civilisation, aucune histoire, aucune philosophie. C'est devenu maintenant par le biais de la traite négrière, par le biais de la colonisation pendant 400 ans, car la traite négrière a duré 3 ans. La colonisation a duré une année. Pendant 400 ans, le continent africain est sous le joug du blanc. C'est la raison pour laquelle il faut tout simplement changer les règles du jeu. Le révérend américain Martin Luther King, dans son Harvard Dream, il disait tout simplement: I have a dream when man did the world not judging for the color. Il n'aimerait pas tout simplement que black and white puissent tout simplement être jugés par la couleur de sa peau et que le nègre est jugé et échoué tout simplement parce qu'il est noir. Non, les compétences se valent. Le black ne vaut pas le white ne vaut pas également le jaune. Et mais c'est cela clairement dit dans le cahier de retour au pays natal. Aucune race n'a le monopole de la beauté, de l'intelligence et de la force. L'Europe pendant des siècles, 1536, 1848, l'Europe pendant des siècles, pendant 300 ans, nous a fait gaver de mensonges et gonfler de pestilence, car instinctif, nous n'avons rien créé, nous n'avons rien inventé, que nous parasitons le monde. Mais il y a une note d'espoir. Césaire dira quoi? Mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer. Cela veut dire quoi? Malgré les exactions, malgré tout simplement les services corporels, malgré la colonisation, le nègre doit se redresser, le nègre doit se relever et doit tout simplement se libérer. C'est la raison pour laquelle la négro-renaissance avait comme toile de fond le docteur Dubois, Claude Mackay dans son banjo, Langston Hughes, Home to Africa, Kaondi Kallen, Marcus Garvey, John Weldon Johnson, Jean Dumas, Sterling Brown vont essayer tout simplement à effectuer un déplacement d'une façon à sensibiliser l'espace francophone. C'est la raison pour laquelle on dit que
véritablement David Diop. Pourquoi? Parce qu'il est temps tout simplement à changer les règles. Il faut publier, montrer qu'effectivement le combat ne se fera pas par le biais des armes. Car la logique armée n'a pas donné de résultats probants. Il faut changer de fusil d'épaule. Convoquons le plan sur la table et discutons-en. Privilégions la logique argumentative. Est-ce que les arguments des nègres valent? Est-ce que les arguments des nègres sont convaincants? Est-ce que ces arguments sont persuasifs? Est-ce que la ligne de départ est cohérente, se fondant sur une base cohésive? Voilà tout simplement les angles d'attaque. Déconstruire tout simplement le syndrome de la table rase. Montrer que le plan a totalement faux par rapport à l'histoire et que les hypothèses ont été purement fallacieuses. On a complètement tronqué la réalité. C'est la raison pour laquelle, en 1937, Léon Gontran Daman écrit rapidement. En 1939, Césaire écrit Cahier de retour au pays natal. En 1947, Senghor lance ce que l'on appelle Chant d'âme. 1948, Senghor écrira encore un autre ouvrage intitulé Osté Noir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut prouver au plan que vos hypothèses ne sont pas réelles, que vos hypothèses sont purement infondées. Bienvenue la négritude. Un néologisme que Césaire a créé avec des définitions différentes. Pour Damas, c'est la défense et l'illustration de l'identité nègre. Pour Senghor, c'est l'ensemble des valeurs et civilisations du monde noir. Pour Aimé Césaire, c'est l'acceptation du fait d'être noir. Notre volonté d'être noir. Parce que Césaire n'est pas tout simplement Senghor. C'est la raison pour laquelle, dans le débat, surtout au milieu universitaire, certains élèves se posent la question entre l'engagement césarien par rapport à l'engagement également senghorien. Mais ces deux ne sont pas du même milieu. C'est la raison pour laquelle le doyen Georges Ngal de la faculté de Lubumbashi au Congo-Kinshasa disait tout simplement dans le duo Césaire-Senghor, il faut éviter la globalisation et la standardisation. Ces deux ne sont pas d'une même réalité. Césaire dira quoi? Si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des gens qui n'ont point de bouche. Ma voix la liberté de celles qui savent au cachot du désespoir, qui a le cœur omniscient et naïf. Là où véritablement, c'est Senghor, la philosophie part du concept de la femme. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vue, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton homme, la douceur de tes mains bandées mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promis du haut d'eau calciné. Enfin, de vers du bois, je chante ta beauté qui passe. Ça veut dire la femme africaine restera jusqu'à la fin des temps belles. Forme que je fixe dans l'éternel, la femme africaine garde également sa beauté formelle avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Et en 1948, Senghor écrira Osté Noir, une œuvre très engagée auquel il fera véritablement une dédicace par rapport aux tirailleurs africains en le disant aux tirailleurs sénégalais, vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur, mais je déchirerai le mur panamien sur tous les murs de France. Une façon à dire tout simplement que le poète se lit comme étant le porte-parole, il devient le vox populi de sa communauté. Donc la négritude connaîtra bien entendu certaines revues, la manifestation de certaines revues, dont la première revue s'appelle la revue Monde Noir, dirigée par le Libérien Georges Léo Sajous. Ces revues font la promotion de l'écriture, le style africain, une façon tout simplement à imprégner les lecteurs par rapport aux tenants et aboutissants de la littérature africaine. La seconde revue, c'est la revue Légitime Défense, représentée par deux étudiants
La revue n'a fait qu'une seule parution. Pourquoi? Parce que la revue a été jugée trop récastrante et a été jugée trop agressive. Et ces derniers à savoir étaient verront également le bourseau complètement coupé par l'administration française. C'est la raison pour laquelle la continuité est à retrouver dans l'étudiant noir. Senghor, Césaire, Damas vont faire de l'étudiant noir une tribune d'expression. Les écrivains africains vont dès lors exposer la littérature africaine et vont manifester par le biais de leurs textes, dont on peut citer Guy Tyrolien, prière d'un petit enfant nègre, Seigneur, je suis fatigué, je suis né fatigué, faites que je n'y aille plus dans leur école. Succédera maintenant à la négritude pour m'aller vite. Vous avez également ce que l'on appelle le roman africain. La négritude, c'est l'expression du cœur, comme l'a si bien dit le docteur Léon Castelluc, qu'elle soit écrite en anglais et portugais, la négritude exprime un cri. C'est la raison pour laquelle les animateurs de cette époque ont composé une œuvre qu'on appelle la poésie. C'est l'expression du cœur, c'est le cri de colère. Insulté, humilié, asservi, le nègre se redresse du Césaire, prend le terme négritude qu'on lui dit en pleine figure et s'affirme avec dignité. Et Césaire le dira clairement, c'est du fort de l'humiliation que le nègre se prépare pour le combat futur. C'est la raison pour laquelle les animateurs de la négritude composeront ce que l'on appelle la poésie. Et vont se démarquer par rapport à la littérature française. La seconde mouvance va prendre l'autre paradigme, c'est ce que l'on appelle le roman. Les élèves en première verront ce que l'on appelle le roman et ses différentes périodes. C'est ce que l'on appelle la périodisation du roman africain. Et dans la périodisation du roman africain, généralement on a trois périodes dégagées par le doyen Mohamed Oukan dans sa thèse de doctorat d'État et de roman africain. Intitulé le roman africain. La période commence de 1920 à 1945. On l'appelle le consentement. À comprendre qu'effectivement, dans le consentement, on a trois sous-parties. 1921, René Maran publie le Douala, roman contestataire. Roman contestataire. 1938, Paul Azumé publie ce que l'on appelle Dogusini, roman historique. Roman historique. Et 1928, Bakary Diallo publie Les trois volontés de Mali, roman de l'éloge. C'est l'éloge. Ce dernier essaie tout simplement à chanter les mérites de la France, à chanter les bienfaits de la France, comme quelqu'un qui dirait colonisation égale une nécessité. Pourquoi? Parce que Bakary Diallo l'intitulera Force bonté. Voilà deux vertus cardinales qu'on lit chez la France. Ils ont la force, ils ont la bonté. Mais René Maran, lui, ne dira pas ça. Lisa Batouala, c'est un jacquise anticolonial, pour paraphraser Zola. C'est un jacquise anticolonial dans la mesure où l'intéressé appartiendra à l'établissement et sera tout simplement à déconstruire ce que la France cachait il y a depuis 1848, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule il ne faut pas exploiter formellement, physiquement, le noir par le blanc. Siégeant à Lubangui-Chari, comme stagiaire à l'ambassade, René Maran fait un constat qui est bizarre. C'est quoi? C'est tout simplement
que les bourgeois ont été surexploités par les colons, il écrira Batouala. C'est la raison pour laquelle, dans la presse de Albin Michel, René Maran dira quoi? Ce roman est objectif. Il ne tâche même pas à comprendre, il enregistre. Il ne s'indigne pas. Il constate. Autrement dit, Batouala raconte le quotidien des Centrafricains, car Lubangui Chari, c'est l'acteur centrafricain SAA, où il est question tout simplement à montrer véritablement comment l'Occident se sucre, comment l'Occident avance son développement au détriment de la sœur africaine. En 1945, 1960, on a ce que l'on appelle le procès du colonialisme. Ces derniers vont essayer à montrer effectivement que la colonisation n'était qu'un leurre. Il n'y a pas de nécessité. Ousmane Sembène, Ferdinand Oyono, Mongo Bedi, métropolitain, avec comme thèse de départ la prétendue mission civilisatrice. Oyono publiera Le vieux nègre et la médaille. Meka qui a vendu toutes ses terres. Meka qui a donné tous ses enfants à la France pour ne recevoir qu'une médaille in fine. Meka n'a reçu que des bastonnats. C'est la raison pour laquelle il dira quoi? Que les femmes aillent à la cuisine, que les hommes aillent au champ. Le blanc reste toujours ce qu'il est. Il n'est pas un ami. Étant Tundi dans une vue de boy, Ferdinand Oyono essaie également à montrer la prétendue mission civilisatrice avec comme élément le racisme, la violence, la ségrégation raciale, ainsi de suite. Une façon à montrer véritablement, voilà réellement ce que l'Africain est confronté. Ces blancs étaient venus dans le seul but pour tout simplement se développer. Comme l'a si bien dit le président, le père de la nation kenyane, Jomo Kenyatta, qui disait quoi? Avant que les blancs arrivaient en Afrique, nous avions la terre, eux ils avaient la Bible. Ils nous ont enseigné à prier en fermant les yeux. Lorsque nous les avons ouverts, nous avons la Bible, les blancs ont nos terres. C'est ce qui a fait tout simplement qu'aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à se développer, que toutes les terres africaines sont à la possession tout simplement de la France. C'est la raison pour laquelle Oyono essaiera à bien montrer effectivement que la colonisation c'est trompe-l'œil. C'est la raison pour laquelle quand on va maintenant 1960 à nos jours, on l'appelle le procès des indépendants, jugement de la société africaine. Procès des indépendants, jugement de la société africaine. Il s'agira pour les intellectuels africains à juger nos chefs d'État actuels. Et il s'agira à regarder dans la rétroviseur, on se compte dans ici et maintenant. Il s'agira à analyser les règnes d'Ali Bongo. Il s'agira à analyser les règnes d'Alassane Ouattara. Il s'agira à analyser les règnes de Macky Sall. Il s'agira à analyser également le règne tout simplement du général Manier Assimi Goïta. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé par rapport à ces règnes? Absolument rien. Les maîtres d'hier sont mieux que les maîtres aujourd'hui en Lopez dans le premier rire. Hier, on se disait quoi? Le blanc était mauvais. Il faut qu'on s'en débarrasse. Nous sommes débarrassés des blancs. On a confisqué le pouvoir aux nègres. On a confisqué le pouvoir aux noirs. Qu'avons-nous observé? Qu'avons-nous vu? Qu'avons-nous constaté? Qu'avons-nous retrouvé comme leçon de morale? Est-ce que ces présidents actuels ont su respecter l'élément de la démocratie? Où est le développement par lequel ils disaient? Où est ce Sénégal émergent par lequel ils narguaient à chaque instant? C'est la raison pour laquelle Amadou Kourouma écrira les soleils des indépendants. Comme quelqu'un qui rit sous comme en disant quoi? Les soleils des indépendants n'ont apporté à Fama Doumbouya que deux choses: la carte d'identité nationale et la carte d'électeur. Et c'est valable pour les pays africains. Au Sénégal, on ne discute que sur les fichiers électoraux. On oublie réellement parlant les enjeux, ce qui sont réellement nécessaires. Les nécessités vitales, on les oublie. Le système éducatif, le plateau médical, le système judiciaire, non, on s'adapte. Ce n'est pas tout simplement des enjeux. Réellement parlant, l'enjeu c'est quoi? Comment faire pour me maintenir au pouvoir? C'est
C'est ce que Ousmane Sembène appellera au pays mon beau peuple. Une façon tout simplement à ironiser le Sénégal. Au pays mon beau peuple. Donc ces animateurs ont essayé tout simplement à montrer, voilà le régime des dictateurs. Bienvenue au règne de tonton Hannibal Idéologue. Bouakama Ben Nassakane, c'est le personnage fantoche de Henri Lopez dans Le Premier Rire. En 1990, Ahmadou Kourouma publiera en attendant le vote des bêtes sauvages. Pourquoi? Parce que tout simplement, Kourouma le dit clairement, les Africains ne peuvent pas se débarrasser de leur président. Pourquoi? Parce que nous avons que dit bêta. Vous placez des individus dans des diagrammes, quand placez à Gigatron, vous les donnez 5 000 francs, ainsi de suite. Dans une réflexion réellement parlant, il s'agira pour l'élève à voyager loin, non, il s'agira pour l'élève à analyser tout simplement les enjeux du moment et le connecter maintenant par rapport à l'ouvrage. Les enjeux du moment, c'est tout simplement montrer la bêtise humaine et le connecter par rapport à un ouvrage d'Étienne Goulimidé. Et le connecter par rapport à un ouvrage de Alioune Fantouré, Le Cercle des Tropiques. Ou bien le connecter à un ouvrage de Thierno Monanembo, Les Crapauds Brousse. Une façon à montrer que voilà ce que William Sassin disait, le zéro. La mission mathématicien. Le zéro n'est pas n'importe qui, donc c'est zéro. On a élu des présidents, mais c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réellement donné ce à quoi nous les avons élus. Les attentes ne sont pas au rendez-vous. La montagne a accouché une souris. Et c'est la raison pour laquelle, dans la 3e veille, il est question tout simplement à placer sur le box des accusés. Non pas le blanc, parce que hier, Ferdinand Oyono, mon bébé Ousmane Sembène, disait quoi? Il faut placer le blanc sur le banc des accusés. Il plaide son mea culpa. Il est coupable, on va tout simplement l'emprisonner. Il n'est pas coupable, il nous donne des résultats probants. Aujourd'hui, ce n'est pas le blanc qu'il faut mettre au banc des accusés. Il faut prendre le nègre, il faut prendre le président de la République, placez-le au banc des accusés. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous si ce n'est qu'emprisonné? Parce que les États africains fonctionnent avec ce que l'on appelle AER, appareil d'État répressif. Or non, un État doit nécessairement fonctionner avec ce que l'on appelle AIE, appareil intellectuel d'État. On se réclame des États qui ont tout simplement de l'intelligentsia. Il faut faire virevolter la flamme intellectuelle, plutôt tout simplement qu'à faire virevolter la répression des votes. Et ça, ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos d'Ahmadou Hampâté-Bâ dans une œuvre théâtrale intitulée Allah n'est pas obligé d'être juste pour des pays gouvernés par des injustes. Ils ne seront jamais justes. C'est la raison pour laquelle il y aura une 3e veine dans certaines critiques littéraires. On l'appelle avec Jacques Sivrier la maigritude. Donc Fatou Diop, Alema Bankou, Abdourahmane Waderi, Sami Diak vont essayer à faire la promotion. Fatou Diop publiera ce que l'on appelle le ventre de l'Atlantique. C'est tout simplement ce que les Sénégalais appellent Barça ou bien Barça. Donc les Sénégalais commencent maintenant à quitter le pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'ayant pas d'espoir dans leur pays natal. Ils vont tenter leur chance dans un ailleurs prometteur. C'est la quête de l'Eldorado. Et cela, Fatou Diop le montrera dans le ventre de l'Atlantique, où il dira même partir, vivre heureux ou mourir comme une alpe sur l'Atlantique. L'Atlantique devient le cimetière maritime des Africains. Et il y a combien d'Africains qui sont tout simplement morts à partir de ces éléments? Voilà véritablement parlant. Et que les dramaturges également ne seront pas à reste. Et M. Césaire l'avait clairement dit, je veux un théâtre actuel aux enjeux des problèmes actuels de l'Afrique. Car il dit clairement, les problèmes de l'Afrique, ce sont des problèmes structurels. Le théâtre doit montrer réellement parlant les problèmes africains. C'est la raison pour laquelle les dramaturges ne manqueront pas à le dénoncer. Béatrice au Congo, Bernard Daguet, tragédie
je souligne, monsieur le président, selon la potentie, la marque de Congombaba, Guillaume Koyolumbia, 3 près d'Anna et Marie. Pourquoi? Parce qu'il s'agira pour cette dramaturgie également à placer la responsabilité, à indexer véritablement ces dirigeants qui ont fait tout simplement que le continent tarde à voir le bout du tunnel. Pour le grand bond en avant que nous avons emprunté à Mao Zedong pour qu'il se réalise, il faut véritablement que les Africains aient raison gardée, en sachant que la démocratie exige que vous avez 2 mandats, que vous cédez la place à quelqu'un d'autre. Légiférer le pouvoir législatif, légiférer le pouvoir judiciaire et respecter également vos promesses que vous avez données. Travailler le système éducatif, construisez des mentalités, construisez des individus, fabriquez-les en intelligentsia, plutôt tout simplement par le biais des muscles. Voilà, chers élèves, l'exposé par lequel j'ai voulu vous donner une façon à ce qu'à l'examen du bac, vous puissiez avoir certains arguments, lesquels vous permettront à structurer, à agencer, à ordonner, pour avoir tout simplement de la pertinence et de la cohésion, que dirait également la rigueur dans un texte littéraire. Et je vous remercie. Prépa Bac 2021 vous est offert par la République des valeurs.